11-12 septembre 1989. Le corps essaie d'apprendre à nager dans la foudre, comme le poisson ou le serpent, au lieu de rester planté comme un pieu de paratonnerre. Mais on croit toujours avoir attrapé la formule et puis c'est démoli la minute ou l'heure d'après. En fait, il faut arriver à la démolition sans être trop démoli, c'est-à-dire sans être prématurément démoli. C'est le mystère de cette démolition finale. Qu'est-ce qui va être démoli et qu'est-ce qui restera? Certainement, c'est la mort qui sera démolie. Mais comme nous sommes tout entiers fabriqués par la mort, 12 septembre 1989. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de nouvelles, mais je sens que ce livre, Le Crépuscule, La révolte de la Terre, a vibré très fort dans les consciences qui y ont touché. Il faudra voir. C'est comme si ce livre, entre guillemets, était devenu très actif ou radioactif. Oui, c'est vraiment comme une sorte de minerai qui irradie. C'est-à-dire que presque constamment, je sens des ondes de retour qui me viennent. Les chefs d'État du monde entier s'apprêtent à célébrer l'enterrement de la mère Teresa. C'est leur symbole alors. C'est la mère des rats. Et l'infaillible papa des rats viendra bénir le monde entier. Nous sommes décidément devenus imbéciles. Note de bas de page, voire carnet d'une apocalypse, tome 5, page 297. Note de l'éditeur. 14 septembre 1989. C'est si désespérant, ces inexorables crampes de fer qui se forment et se reforment ici et là, à un étage de la colonne vertébrale ou à un autre, indéfiniment, jour après jour, mois après mois, année après année, sans que l'on n'y puisse rien pour changer cette volonté aveugle, V majuscule, de se cramponner et se cramponner. C'est désespérant. C'est tout, en italique, ce système qui est inchangeable. Alors on se dit qu'il faudrait tout casser. Et on sait qu'il ne faut pas accepter cette exaspération. Cela fait une exaspération très dangereuse dans le corps. Mais on est si désespéré. Je n'ai jamais été dans un noir pareil et sans issue. C'est presque comme une révolte dans mon corps et dans mon cœur. Où est l'issue? Ça ne peut pas changer. On aurait envie de pleurer, c'est idiot. Il y a 88 mois aujourd'hui que je suis là-dedans. Il faut la soumission. Sri Aurobindo l'a dit et répété, mais on ne peut pas faire sa soumission à ces crampes de fer, non? Oui. Sri Aurobindo veut que tout ça change. Et comment changer ça? Alors on se soumet à la douleur et au tunnel. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Évidemment, ne pas s'exaspérer ni se désespérer, mais il faut accepter les conditions du camp, tout en continuant à appeler cette foudre qui semble augmenter la douleur du corps, mais doit finir par la délivrer. Je ne sais pas si la délivrance sera pour moi, mais elle sera. Sri Aurobindo a fait cela pendant 40 ans. 40 ans égale 40 fois 12 égale 480 mois, 3 points de suspension. Soir. Cet après-midi, au lieu de serpenter, je suis resté immobile et droit comme un pieu de fer pendant 50 minutes debout.
mais c'est un effort si surhumain, je ne sais plus. Il n'y a pas de manière, c'est tout, sauf de tenir le coup. Cette veine saphir aussi était devenue dure et brûlante comme du fer dans la cuisse. Tout cela est au-delà de tout. Il faut accepter les conditions du camp et continuer. Mais c'est un camp. Quelquefois, toute l'horreur de la situation vous tombe dessus. Si on dit oui, on est fichu. Nuit du 14-15 septembre 1989, rencontrer mon frère François. Une rencontre très chaleureuse. Il voulait comprendre le travail que je faisais. Probablement une partie de lui a dû rester dans mon atmosphère pour suivre les choses, et je lui expliquais. Entre autres choses, à la fin, je lui disais, en manière de conclusion, « J'ai un pied de ce côté et un pied de l'autre. L'autre égale notre matière dans le donjon. » Note de bas de page. C'est étonnant comme je dis des choses de l'autre côté, à mon frère, que je ne sais pas du tout ici, et avec assurance. Je disais à mon frère, tout naturellement et évidemment, entre guillemets, j'ai un pied de ce côté et un pied de l'autre. C'est bon de le savoir. Le je qui a un pied de part et d'autre, c'est celui que j'appelle l'ouvrier, la conscience tout à fait matérielle. Pendant 35 minutes ce matin, j'ai lutté comme un sauvage attaché au poteau de torture. Le poteau de torture, c'est mon corps. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir durer comme cela. Après cela, on est une espèce de moribond qui marche quand même. Il faudra recommencer cet après-midi. On se sent tellement au bout du bout, au bout de tout. Ce n'est pas du roc, c'est une carapace de fer. Cette même nuit, 14-15 septembre, où j'ai rencontré mon frère, j'ai eu une autre vision que j'ai notée à part avec mes bouts de vision, ne comprenant pas très bien le sens. Mais je crois que c'est important. Voici ce que j'ai noté. La maison sur pilotis au milieu d'un fleuve. Le tuyau qui monte directement du fleuve et déverse de l'eau par un robinet, entre guillemets, je suppose, car je ne le voyais pas, dans une sorte de lavabo. L'eau a un jet fort et est très limpide. Je me servais de ce robinet ou de ce lavabo, c'est-à-dire que ça coulait, en italique, à volonté ou continuellement, semble-t-il. Il suffisait d'ouvrir le robinet. Mais je ne voyais pas vraiment ce robinet. C'est le jet qui m'occupait. Qu'est-ce que ce fleuve ? Je voyais une sorte de côte ou de rivage obscur assez loin devant moi. J'étais, semble-t-il, dans cette maison sur pilotis au milieu du fleuve. Les pilotis n'étaient pas en bois, mais en béton, comme des fûts de colonnes. C'était une maison un peu comme celle de Balicourt ou le Potala ici. Le tuyau, entre guillemets, assez mince, sortait directement du fleuve à 1 mètre ou 2 devant moi. Je le trouvais assez maigre, mais l'eau qui venait faisait un jet assez fort ou suffisant. Il me semble bien que j'ai vu un petit point noir dans l'eau, autrement très limpide, qui venait du robinet. Je ne pourrais pas dire ou décrire comment était ce fleuve parce que j'étais surtout préoccupé de cette tuyauterie, point d'exclamation entre parenthèses. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'étais seule dans cette maison sur pilotis et qu'il n'y avait personne là. J'ai le souvenir très clair qu'il y a 5 ou 6 ans,
je me suis vu sur une plateforme de béton ou de ciment, au milieu d'un fleuve ou d'un estuaire, une truelle à la main, en train de construire quelque chose. Peut-être cette maison sur pilotis. Qu'est-ce que c'est que ce fleuve? La vie nouvelle? PS, j'ai retrouvé. C'était dans la nuit du 27 au 28 juin 1984. C'était l'estuaire d'un fleuve. Il y avait un grand courant qui remontait vers les terres. 16 septembre 1989. Après ce poteau de torture, le corps découvre qu'il y a un certain mouvement qui aide, mais c'est indescriptible et très difficile. Mais on ne sait jamais si la formule d'aujourd'hui marchera demain. La grosse difficulté, c'est que cette foudre ne veut pas s'arrêter. Quand je veux arrêter l'opération, je suis là pendant 10-15 minutes debout au bord de mon lit sans arriver à m'asseoir ni à m'allonger. Et finalement, je veux m'allonger et c'est un peu périlleux sans tout casser. 17 septembre 1989. On se demande où est la limite de tout cela. Si c'est sans limite, logiquement, il ne devrait rien rester de ce système de matière. 18 septembre 1989. Ceux qui ne sont pas éveillés ne le seront jamais, en lettres capitales. 19 septembre 1989. Je ne sais pas si cette ferraille de mon dos changera jamais d'avis, à moins d'une transmutation miraculeuse. Il faudra quand même bien quelque chose qui change de nature en italique. On se demande où est ce quelque chose. Soit ma douce me lit ceci de A God's Labor, le labeur d'un Dieu. Par une faille de merveille dans les enclos de la naissance. C'est ma faille, F majuscule, point d'exclamation. 20 septembre 1989. Un pilier de foudre, F majuscule, indiciblement périlleux. Demain, ma douce se fait opérer. Oh, ma 22 septembre 1989. Dans le sommeil, ma douce me voit en train d'apprendre à danser, point d'exclamation entre parenthèses, avec une femme qu'il lui semble reconnaître. 23 septembre 1989. Ça pourrait écraser un tank. C'est bleu saphir avec un tourbillon d'or. C'est ce que je vois constamment traverser le corps. On dirait que les choses augmentent sans cesse et la résistance aussi, alors je ne sais pas comment ça finira. Soir, ma douce me demande si ça va. Je l'ai regardé, tout est tellement anormal que je ne pourrais pas dire si ça va ou ne va pas. C'est un perpétuel, ça ne va pas, qui va? Ça ne va pas selon l'ancienne vie, et ça va selon un ordre que je ne connais pas ou ne comprends pas encore, et dans lequel j'ai quelques vertiges et pas mal de douleurs et d'épuisement. C'est cela. J'ai un pied de ce côté et un pied de l'autre. Point d'exclamation entre parenthèses. 25 septembre 1989. Sujata me rappelle ce passage du labeur d'un Dieu. La voix des forces adverses et des titans.
pour nous qui sommes voués au destin de faire de la vie. Comme Sri Aurobindo est exact. Mais c'est seulement quand on commence à avoir l'expérience dans le corps que l'on comprend à quel point chaque mot, chaque adjectif de Sri Aurobindo est d'une précision aiguë. Pas de poésie, non, mais une exactitude perçante. Life's iron doom. C'est cette ferraille que je rencontre constamment. On est comme ligoté à un poteau de fer. Aujourd'hui, c'est un carcan de douleur dans mon cou et le haut de mes épaules. Que faire? Comment faire? 27 septembre 1989. Cet état d'égarement, entre guillemets, a l'air de s'accentuer de plus en plus. Je ne sais pas si c'est un égarement, un semi-vertige ou une sorte de déséquilibre perpétuel ou un abrutissement. Enfin, ce n'est pas du tout normal, entre guillemets. Un peu comme un homme ivre. La lucidité est complète, mais c'est une sorte de flottement comme après une longue maladie. C'est peut-être ce jet perpétuel ou continu qui monte directement du fleuve. L'invasion physique de la vie nouvelle. Alors c'est la vieille vie qui est un peu égarée, entre guillemets. Comme j'ai besoin, en lettres capitales, de vous, Sri Aurobindo Mer, de quelque chose un peu vrai et réel dans tout ce monde d'artifice. Artifice égale tout, en italique. Depuis se brosser les dents jusqu'à mettre une chemise, tout est un artifice, c'est-à-dire le mensonge total. Et plus on s'approche de l'autre chose, plus on sent douloureusement l'énorme artifice de toute notre vie. 29 septembre 1989. C'est étrange comme je suis immédiatement, en italique, là, dans tout. Et c'est presque toujours douloureux ou une peine, quand ce n'est pas répugnant. Je suis pris, saisi par les émotions ou sentiments des autres, entre guillemets, que je ne connais pas du tout, même en lisant un journal. On est complètement poreux et n'importe où. Aucune distance et aucun autre, entre guillemets. Et alors on a la vibration exacte de tout. Ce n'est pas charmant. Fais bien attention, me disait Mère, mon centre est partout. Je comprends maintenant son « fais bien attention ». PS, pour me consoler, je peux me dire qu'elle a aussi son centre en moi. Soit c'est tout à fait au-delà de la mort. Tout ce qui reste de la vie, entre guillemets, c'est la douleur. À propos des milliers de gestes irréels à faire dans la matière, Sujata remarque « Quand la conscience nous habillera, ce sera vraiment bien. » Tout le reste, c'est l'artifice douloureux et désastreux. Il faut durer pour faire la transition, voilà tout. C'est le Grim Foundation Stone. Octobre, chronologie des événements mondiaux. 1er octobre, URSS. Selon Valéry Sidorov, membre du gouvernement, des centaines de personnes ont trouvé la mort au cours de violents conflits interethniques dans le Haut-Karabakh. 2 octobre, RDA. Quelques 10 000 personnes se rassemblent à Leipzig
pour réclamer des réformes et la légalisation du mouvement d'opposition Forum Nouveau. 5 octobre, Xin, Jiang Zemin et Li Peng sont désignés pour succéder à l'homme fort actuel Deng Xiaoping. 6 octobre, Norvège. Le Dalai Lama a reçu le prix Nobel de la paix. 7 octobre, RDA. Les forces de l'ordre interviennent brutalement pour disperser des manifestations dans les plus grandes villes du pays. 8 octobre, RFA. Un hebdomadaire britannique révèle que, dans un camp situé dans le désert libyen, des ingénieurs ouest-allemands travaillent à la mise au point d'un missile de portée moyenne. 11 octobre, USA. La bourse de New York connaît un mini-crack. 16 octobre. Europe a dit « Les marchés financiers asiatiques et européens subissent le contre-coup du mini-crack de Wall Street. » 17 octobre. USA. Un séisme d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter secoue la région de San Francisco et provoque la mort de 72 personnes. 18 octobre. RDA. Egon Krenz succède à Erich Honecker à la tête du Parti communiste et de l'État. 20 octobre. Hongrie. Le Parlement adopte une nouvelle loi électorale qui ouvre la voie aux premières élections libres depuis 1947. USA. La navette américaine Atlantis largue la seconde Galileo pour un voyage de 6 ans vers Jupiter. 22 octobre. Hong Kong. Les autorités décident de rapatrier plus de 100 000 immigrants clandestins chinois. 23 octobre. Hongrie. 33 ans après le soulèvement de 1956, les manifestations commémoratives sont autorisées et la République proclamée. RDA. Des centaines de milliers de manifestants réclament des réformes démocratiques. 27 octobre. Inde. Dans l'état du Bihar, des violences intercommunautaires font plus de 100 morts. 28 octobre. Égypte. Une équipe d'archéologues a découvert près de Memphis le trésor funéraire d'Aper El, vizir oublié d'Amenophis III, puis d'Amenophis IV, Akhenaton. Algérie. Un séisme d'amplitude 5,7 sur l'échelle de Richter secoue la région de la capitale et fait 23 morts. 29 octobre. Afrique du Sud. 60 000 nationalistes noirs réclament au stade de Johannesburg la légalisation du Congrès national africain, ANC. 30 octobre. RDA. Près de 500 000 Allemands de l'Est descendent de nouveau dans la rue, leur slogan se précisant « La démocratie maintenant ». Tibet. 5 personnes, dont une religieuse, accusées d'avoir participé à des manifestations indépendantistes, sont condamnées à des peines de prison. Kampuchéa. La 196e division, l'une des meilleures unités de l'armée gouvernementale, est anéantie lors des combats de Pailin contre les Khmers rouges qui avancent vers la capitale.